À la une de l'actualité sur Bossolo Télévision, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda en Angola où il participe au sommet des civilisations des Nations Unies. Reçu par son homologue Joao Lorenzo, le chef de l'État congolais réaffirme l'engagement de la RDC en faveur de la paix, du dialogue et du respect du droit international. Une rencontre qui illustre également le renforcement des relations diplomatiques entre Kinshasa et Luanda. 2 mois après les débuts de la 17e épidémie d'Ebola, la situation sanitaire continue de se dégrader en République démocratique du Congo. Plus de 2000 cas confirmés et 754 décès ont été déjà enregistrés. Alors que l'Ituri reste l'épicentre de l'épidémie, la riposte est fragilisée par les mouvements de grève liés au retard des paiements des équipes sanitaires. À Kinshasa, la task force présidentielle poursuit son opération d'assainissement dans les districts de la Tchangou, le boulevard Lumumba, la route Mokali et l'arrêt Bekatef retrouvent progressivement leur fluidité après le démantèlement des marchés pirates et l'évacuation des immondices. La passerelle de l'arrêt Pascal est de nouveau utilisable par les piétons. Les habitants saluent les avancées et appellent les autorités à maintenir les efforts pour éviter le retour du désordre. En Algérie, un incendie meurtrier a ravagé un orphelinat de la commune de Mohammedia. Le drame a fait au moins 11 morts et 19 blessés, dont plusieurs enfants. Cette tragédie intervient alors que le pays est confronté à une canicule exceptionnelle et à une recrudescence des incendies de forêt. Tels sont les principaux titres, mesdames et messieurs. Je vous retrouve pour ces nouveaux jours. Et en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, je vous retrouve pour ce nouveau journal. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. On ouvre cette édition du journal par la diplomatie où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi à Luanda, en Angola, où il a été reçu au palais de la Cidade Atlanta par son homologue angolais, Joao Lorenzo. Il prend part au sommet des civilisations des Nations Unies organisé du 16 au 17 juillet dans la capitale angolaise, placé sous le thème « Un appel à la paix, à la fin de guerre et au respect du droit international ». Cette rencontre de haut niveau réunit plusieurs chefs d'État, responsables d'organisations internationales et personnalités engagées dans la promotion de la paix et du dialogue entre le peuple. En marge des travaux du sommet, la rencontre entre Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo traduit la solidarité des relations entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Les deux pays entretiennent une coopération étroite sur la question de sécurité, de stabilité régionale et d'intégration en Afrique centrale et australe. Cette visite intervient dans un contexte où les efforts diplomatiques se multiplient pour favoriser le retour de la paix dans la région de Grand Lac, particulièrement dans l'est de la RDC, confrontée à une insécurité persistante. La participation du président Félix Tshisekedi à ces sommets réaffirme l'engagement de la RDC en faveur du dialogue, du règlement pacifique des conflits et du respect du droit international. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Loukou, est arrivé mercredi à Badolité, au nord-sud, au nord-Ubangi, pour lancer la nouvelle gouvernance sécuritaire. Images et commentaires rendus pour vous par Audrey Bozéné, mais c'est un papier de Nadine Mayombe. Dans le cadre de son itinérance à travers le province, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Loukou, est arrivé mercredi dernier à Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi, dans l'objectif de lancer la nouvelle gouvernance sécuritaire dans la dite province. Président de la République. Nous avons été envoyés par le chef de l'État. Il nous a dépêchés ici pour échanger avec vous sur la recherche de la paix en RDC. Il s'agit de chasser l'ennemi, de reconstituer l'intégrité territoriale de notre pays et de restaurer l'autorité de l'État. Nous sommes également venus nous enquérir de la situation sécuritaire de la province afin de faire rapport au chef de l'État et à la première ministre. Nous allons aussi nous informer sur l'évolution de la réforme et de la décentralisation dans la province du Nord-Ubangi.
évolution, il y a la réforme, il y a décentralisation, la Katia province, il y a Nord-Ubangi. À son arrivée, le patron de la territoriale a tenu un meeting populaire. Devant la population de cette province, Jacquemain Chabani a expliqué le fondement de cette nouvelle gouvernance sécuritaire. Il s'est aussi penché sur la question des éleveurs transhumains dits Mbororo, dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer la sécurité et la cohésion sociale. Au cours de son séjour, le VPM de l'Intérieur va présider une réunion du Conseil provincial de sécurité en itinérance. Il procédera également au lancement de la campagne de vulgarisation de textes légaux relatifs aux comités locaux et provinciaux de sécurité. Avec le Nord-Ubangi, c'est désormais 11 provinces qui bénéficient de cette réforme. Après Kinshasa, le Congo central, le Haut-Katanga, le Kwango, le Maïndombe, le Kwilu, les Bazoélé, le Haut-Ouélé et le Lualaba. Et le processus de rapatriement des ressortissants congolais vivant en Afrique du Sud s'accélère grâce à l'implication du gouvernement congolais. Le premier lot des ressortissants congolais attendu à Kinshasa est de 300 personnes. Entre-temps, l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud encourage les Congolais qui se sentent en insécurité à venir se faire enregistrer. C'est un récit des faits de Julia Kamoni. Suite au phénomène xénophobe qui prévaut en Afrique du Sud, le gouvernement congolais accélère les préparatifs du rapatriement volontaire de ses ressortissants. Dans un communiqué publié jeudi, le ministère des Affaires étrangères a annoncé la poursuite des travaux de la mission interinstitutionnelle déployée à Pretoria afin d'organiser cette opération. Selon les témoignages d'un journaliste congolais depuis Johannesburg, plusieurs familles ont déjà quitté leur résidence et sont logées dans des hôtels loués par le gouvernement congolais pour cette fin. Plusieurs familles ont déjà quitté leur résidence et sont actuellement logées dans des hôtels ici à Johannesburg, dans des quartiers comme Observatory et Kenton Park que le gouvernement congolais a loués pour cette fin. En attendant que les services de migration sud-africaine vérifient cas par cas pour s'assurer qu'il n'y a pas de criminels recherchés par la police parmi eux. Une fois le processus terminé, alors nos compatriotes pourront embarquer pour Kinshasa. Le premier lot des ressortissants congolais attendu à Kinshasa est à 300 personnes. Cependant, l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud encourage les autres Congolais qui se sentent en insécurité de venir s'enregistrer. Le premier lot est de 300 personnes qui sont attendues à Kinshasa. Les enregistrements se poursuivent pour le Lubumbashi ainsi que d'autres provinces de la RDC. L'ambassade de la RDC en Afrique du Sud encourage les Congolais qui se sentent en insécurité de bien vouloir s'enregistrer en ligne en utilisant le lien qui se trouve sur le site officiel de l'ambassade. Par ailleurs, les autorités congolaises réaffirment leur engagement à protéger les citoyens congolais où qu'ils se trouvent et saluent la mobilisation des différents services de l'État engagés depuis plusieurs semaines dans ces dossiers. Et abordons la page sanitaire. La situation de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo a été au cœur de la séance plénière de l'Assemblée nationale mercredi 15 juillet. Sous la conduite du président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sangara, les députés nationaux ont consacré une large partie de leurs travaux à l'audition du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Rocher-Kamba, avant d'examiner d'autres dossiers législatifs inscrits à l'ordre du jour. Les commentaires, c'est de Nadine Mayombe, rendu pour vous par Audrey Bozeni. Lors de sa séance plénière de ce mercredi, conduite par Aimé Boji, plusieurs dossiers ont été examinés. En premier lieu, c'est l'audition du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Rocher-Kamba, sur l'état des lieux de l'épidémie à virus Ebola. Devant la représentation nationale, le ministre a présenté les bilans de la riposte. Selon lui, l'épidémie totalise 2011 cas avec la province de l'Ituri comme principal épicentre. Nous avons actuellement 2011 cas confirmés d'épidémie de maladie à virus Ebola avec 744 décès, ce qui fait une létalité de 37,5%. Nous avons 42 zones de santé qui sont touchées dans 5 provinces et la province de l'Ituri, malheureusement, est le grand épicentre de cette épidémie. 90% de cas sont dans l'Ituri. Il y a 9% de cas qui sont dans le Nord Kivu
et les autres provinces se partagent 1% de tous les cas que nous avons répertoriés. Dans son exposé, Samuel Roger Kamba a évoqué les difficultés rencontrées sur le terrain, la mobilité et la méconnaissance de la maladie par certaines communautés qui confondent ces symptômes avec d'autres pathologies. Le ministre a cependant rassuré, aucun cas positif d'Ebola n'a été confirmé à Kinshasa malgré les rumeurs relayées ces derniers jours. Deuxième point, la prorogation de l'état de siège. Défendu par le ministre d'État de la Justice Guillaume Gueffa, le projet de la loi a été déclaré recevable. Il vise la poursuite de cette mesure dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Enfin, l'Assemblée a adopté le rapport de commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la pêche et à l'aquaculture. Et nous l'avions mentionné au sommaire, 2 mois après la déclaration de la 17e épidémie de virus Ebola en République démocratique du Congo, la situation reste préoccupante. Après plus de 2000 cas confirmés et plus de 750 décès, le virus poursuit sa propagation dans plusieurs provinces. Alors que les équipes de riposte peinent à interrompre la chaîne de transmission, l'OMS alerte sur une flambée historique et appelle à une intensification urgente de la réponse sanitaire. Reportage. 2 mois après le début de la 17e épidémie d'Ebola, la République démocratique du Congo fait face à une progression continue du virus. À ce jour, 2011 cas confirmés ont été recensés, dont 753 patients encore en isolement ou hospitalisés, 366 guérisons et 774 décès, soit un taux de létalité de 37,5%, une progression assez rapide selon l'OMS. Nous estimons que l'ampleur de l'épidémie est au moins 2 à 4 fois supérieure au nombre de cas que nous avons recensés. Chaque jour, notre capacité à détecter les cas s'accroît et s'améliore, ce qui nous permet d'avoir de plus en plus confiance dans ces chiffres. Mais nous ne saurons jamais avec certitude. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, tandis que les Nord Kivu, les Haut-Uélé et la Chopo enregistrent également des cas. Sur le terrain, les équipes de riposte font face à de nombreux défis. Le retard des paiements des salaires et des primes ont conduit à des mouvements de grève. À Bunia, des agents de la riposte ont même été dispersés et brutalisés par la police nationale congolaise alors qu'ils manifestaient pour réclamer 2 mois d'arriéré. Même situation à Rwampara, où une dizaine d'employés sont en grève et dénoncent les conditions d'impaiement. Il faut que le gouvernement congolais, notre État, puisse songer à nous, parce qu'on s'est donné, à côté des conseils professionnels, nous avons aussi des femmes, des enfants qui étudient. Il faut qu'ils voient aussi notre papa comme il se sacrifie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Face à cette situation, des essais cliniques, l'un préventif et l'autre thérapeutique sont en cours à Bunia. Les autorités sanitaires et leurs partenaires appellent à renforcer la coordination, la détection précoce des cas et le suivi des contacts afin de freiner la propagation du virus. La communauté internationale a mobilisé $1 milliard pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Et à Kikwit, l'hôpital général régional militaire poursuit sa montée en puissance. Quelques jours après l'ouverture de ses services, l'établissement a réceptionné plusieurs tonnes d'équipements médicaux de dernière génération. Une dotation qui renforce son plateau technique et marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation du système sanitaire en République démocratique du Congo. Reportage. Quelques mois après son inauguration officielle et quelques jours après le lancement effectif de ses activités, l'hôpital général régional militaire de Kikwit a réceptionné ce mercredi 3 conteneurs d'équipements médicaux de dernière génération. La cérémonie s'est déroulée en présence du commandant ad intérim de la 11e région militaire, le général de brigade Moyorabi Richard. Selon la société Bader Construction, chargée de la livraison, ces 3 conteneurs représentent plus de 85% des équipements commandés par le ministère de la Défense.
Nous sommes Bader Construct. Nous sommes heureux de se retrouver aujourd'hui ici en train de livrer ces outils qui va normalement permettre aux militaires d'être bien pris en charge du côté de la santé. Et je crois que le personnel médical pourront faire bon usage. Pour le médecin directeur de l'établissement, le lieutenant-colonel Alexis Poitimpambou, cette acquisition constitue une avancée majeure pour le système de santé militaire dans l'espace Grand Bandundu. C'est très important, d'autant plus que le bâtiment était déjà inauguré. On attendait que les matériels arrivent, maintenant les matériels sont là, nous sommes vraiment satisfaits. Disons merci au chef de l'État et au vice-premier ministre. Grâce à ces nouveaux plateaux techniques, l'hôpital a renforcé ses capacités de diagnostic et de traitement des cas complexes, limitant ainsi les recours aux évacuations sanitaires vers Kinshasa. L'établissement dispose déjà de plusieurs services spécialisés, notamment la chirurgie générale, l'orthopédie, la médecine interne, la pédiatrie, la maternité, ainsi que l'imagerie médicale avec un scanner et un service radiologique. Cette dotation traduit la volonté des autorités de moderniser les infrastructures sanitaires, militaires et de rapprocher des soins de qualité des populations de l'intérieur du pays. Et tout à fait autre chose dans ce journal. L'inspection générale des finances a présenté son plan stratégique triennal 2026-2028 au mandataire public. Au cœur de cette stratégie figure le contrôle systémique, une approche qui combine les contrôles avant, pendant et après la gestion afin de prévenir les dysfonctionnements. L'UGF veut ainsi faire du contrôle de l'outil l'amélioration durable de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. Images et commentaires. Après le professionnel de médias et les acteurs de la société civile, l'inspection générale de finances s'emploie à nouveau à la vulgarisation de son plan stratégique triennal 2026-2028, cette fois-ci au profit des mandataires publics. Ce mercredi 15 juillet 2026, la somptueuse salle de conférence de la Galerie La Fontaine a accueilli ce séminaire ouvert officiellement par l'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassi-Mouabaï. Durant 2 jours, soit du 15 au 16 juillet 2026, les gestionnaires des entreprises du portefeuille de l'État seront outillés sur la nouvelle approche du contrôle systémique de l'IGF afin de mieux connaître sa portée et pour mieux prévenir les risques de malversation financière. Le chef de service Christophe Bitassi-Moua a profité de son speech pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son appui indéfectible à la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. J'ai saisi cette opportunité pour rendre mes vibrants hommages au président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo, engagé résolument le pays sur la voie des réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques, à lutter contre la corruption et autres antivaleurs assimilées. Pour la première journée, plusieurs orateurs de haute facture tels que Kumbu Eluna, président du Conseil supérieur du portefeuille, et Alex Koussou, secrétaire exécutif du COPIREP, ont exposé sur des thèmes entreprises et établissements publics, état de lieu et enjeux, et aussi la réforme des entreprises et établissements publics en RDC, esquisse de bilan et perspectives, pour ne citer que cela. Et la Direction générale des recettes de Kinshasa poursuit sa mission de mobilisation de recettes sans relâche à travers la ville de Kinshasa. Ce jeudi, des entreprises ont subi la rigueur de la loi fiscale pour faute de non-paiement des taxes et impôts. Bosco Kabamba pour plus de détails. La Direction générale de recettes de Kinshasa demeure pleinement opérationnelle durant la période transitoire jusqu'à l'effectivité de la mise en place des DRJ créées récemment par arrêté de l'autorité urbaine. Dans un communiqué officiel, le chargé de mission à la DGRK, Gérard Kaja Kamboa, a rappelé que son administration est légèrement tenue d'assurer la continuité du service public, notamment la mobilisation de recettes fiscales et non fiscales, jusqu'à l'installation effective de nouvelles structures conformément aux dispositions évoquées dans la lettre du ministre provincial de Finances, Économie et Numérique.
C'est dans ces contextes que le huissier de la DGRK, sous l'impulsion du chargé de la mission Gérard Kanja Kamboa, ont procédé ce 16 juillet 2026 au scellage de deux établissements, à savoir STG Ferry Travel Service et Hôtel Bella Riva, pour non-paiement de taxes, droits et redevances dues à la ville de Kinshasa. Cette opération s'inscrit dans la poursuite des actions de recouvrement visant à garantir le respect des obligations fiscales et à préserver les ressources indispensables au fonctionnement de la ville de Kinshasa. Au-delà de la sanction, cette mesure constitue un appel à la responsabilité de tous les contribuables. La DGRK invite tous les opérateurs économiques à faire preuve du civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de leurs obligations fiscales afin d'éviter les mesures des contraintes prévues par la loi. Le paiement des taxes, droits et redevances n'est pas seulement une obligation fiscale, il représente également une contribution directe au développement de Kinshasa. À travers ces opérations de scellage, la DGRK réaffirme sa détermination à poursuivre efficacement sa mission durant cette phase transitoire et appelle l'ensemble des contribuables à privilégier les respects volontaires de leurs obligations fiscales, véritable expression du civisme et de la citoyenneté responsable. Et nous l'avions également mentionné au sommaire, deuxième jour de l'opération d'assainissement menée par la Task Force présidentielle dans plusieurs coins de la capitale congolaise, dans le district de la Tchangou. Les premiers résultats sont déjà visibles. Un endroit autrefois marqué par des embouteillages, le marché pirate et une insalubrité persistante retrouvent progressivement un nouveau visage. Le reportage a été signé par Edouard Chama sous les images de Jérôme Luzolo. Dans le district de la Tchangou à Kinshasa, le changement saute aux yeux. Grâce aux interventions de la task force présidentielle, le boulevard Lumumba, longtemps envahi par des étals de marchés pirates, le tas d'immondices et une circulation anarchique offrent désormais un paysage plus ordonné. Deux espaces autrefois occupés par de vendeurs ambulants ont été libérés. Les chaussées sont dégagées, le trottoir redevient accessible et les déchets qui jonchaient le lieu ont disparu. Le même constat est observé à l'entrée de la route Mokali et sur l'arrêt Bekatef, là où le véhicule peinait à circuler en raison des embouteillages provoqués par l'occupation de la voie publique. La circulation est aujourd'hui plus fluide. Autre image forte de cette opération, la passerelle érigée sur l'arrêt Pascal. Longtemps délaissée par de piétons et souvent occupée par de jeunes désœuvrés, elle retrouve aujourd'hui sa vocation. Désormais, le passager qui traverse le boulevard Lumumba emprunte cette passerelle conformément à sa destination. Un résultat visible des actions de réorganisation menées par la task force présidentielle. Pour de nombreux riverains, cette opération redonne de l'espoir. Ils saluent le travail réalisé tout en souhaitant que les autorités assurent un suivi permanent afin d'éviter le retour de marchés pirates et de l'insalubrité. Nous devons avoir les bonnes manières de savoir que c'est à nous le devoir de rendre notre capitale propre, mais qu'on prenne conscience de telle sorte que si tu bois le jus en bouteille, apprends à jeter la bouteille dans la poubelle plutôt sur la rue. Nous sommes contents de cette initiative. Ils ont assaini Pascal, jadis envahi par l'insalubrité. Nous souhaitons la poursuite de cette initiative même en saison de pluie, car la pluie est aussi vectrice de l'insalubrité. Quant au transport, qu'on nous laisse prendre les transports au lieu habituel. Mais nous demandons à nos autorités de nous construire de marchés, qu'on quitte le long de la route. Après cette deuxième journée d'intervention, les équipes de la task force présidentielle poursuivent leurs opérations sur d'autres points chauds de la capitale. À Tchangou, les habitants espèrent que cette dynamique d'assainissement s'inscrira dans la durée pour préserver l'ordre, la propreté et la fluidité de la circulation. Et en sport, la Ligue nationale de football a publié son calendrier programme de la saison sportive 2026-2027, fixant les principales échéances administratives et sportives qui rythmeront les prochains exercices du championnat. Ces documents signés mardi dernier à Kinshasa permettent aux clubs de bien préparer leur participation au championnat. C'est donc un reportage de Dano Makossou. Habitués au démarrage tardif,
La Ligue 1 et la Ligue 2 sont dorénavant fixées sur leur canevas. Une précision qui arrive plus d'un mois avant le coup d'envoi de ces championnats. Une façon de faire devenue rare pour ces deux compétitions, accoutumées à de fixations hâtives. Tout porte à croire que cette publication à temps du calendrier programme vise à assurer une bonne organisation de ces deux compétitions nationales. Le nouveau comité de la Linafoot semble impacter sa période après son élection récente organisée par la FECOFA. Tout porte à croire que cette publication à temps du calendrier et programme vise à assurer une bonne organisation de ces deux compétitions nationales. Le nouveau comité de la Linafoot semble impacter sa période après son élection récente organisée par la FECOFA. Pendant plusieurs années, le début du championnat de la Ligue 1 connaissait une incertitude totale et des imprécisions remarquables au sujet des dates du démarrage, tout comme la Ligue 2, un championnat qui se joue pourtant par zone de développement. Visiblement, tout semble être fait dans le sens de respecter les orientations reçues par la Ligue Nafoot auprès de la FECOFA, entre autres celle d'entamer la saison au mois d'août et la terminer au mois de mai, selon les calendriers de la FIFA et de la CAF. Avec ces calendriers désormais officiel, le club dispose d'une feuille de route claire pour préparer une saison 2026-2027 qui s'annonce déterminante pour le football congolais. Et au-delà de nos frontières, l'Algérie fait face depuis plusieurs jours à une canicule exceptionnelle et près de milliers d'incendies ont été enregistrés ce jeudi. La protection civile a annoncé un incendie déclaré dans un orphelinat situé dans la banlieue d'Alger. Plusieurs enfants ont trouvé la mort et 19 autres ont été blessés. Esther Yamoubé. Un drame frappe l'Algérie. Au moins 11 personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées dans un incendie déclaré dans un orphelinat. Ce jeudi, la protection civile a indiqué que cet incendie s'est déclaré dans un orphelinat de la commune de Mohammedia, situé dans la banlieue d'Alger. Plusieurs enfants ont trouvé la mort suite à cet incendie. L'incendie s'est passé vers 3h20 du matin. Comme nous habitons juste à côté, nous avons entendu des cris. Nous sommes immédiatement sortis en courant. Les services de police et les équipes de la protection civile étaient déjà sur les lieux. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Quand on le voit de ses propres yeux, ce n'est vraiment pas facile. Une tragédie que le président algérien a déplorée en visite en Allemagne. Le service de la protection civile poursuit les opérations d'extinction de l'incendie qui s'est déclaré à la Fondation de l'enfance assistée. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la protection civile algérienne un peu plus tôt en donnant un bilan provisoire de 11 décès. Le Premier ministre s'est rendu au chevet de blessés à l'hôpital de Grand Brûlé de Zeralda, dans la banlieue d'Alger, puis à l'hôpital de Mustapha Bachar, dans la capitale, selon la télévision nationale. Le pays fait face depuis plusieurs jours à une canicule exceptionnelle et près d'un millier d'incendies ont été enregistrés en une semaine. Le service de la protection civile ont enregistré 932 incendies, dont 913 ont été éteints jusqu'à mercredi matin, a indiqué l'agence officielle d'Algérie Presse. La protection civile a indiqué avoir mobilisé plus de 19 000 agents et plus de 700 camions et engins d'intervention dédiés à la lutte contre le feu de forêt, ainsi que 6 hélicoptères et 12 avions bombardiers d'eau. À titre préventif, une partie des habitants a été évacuée vers de lieux sûrs. Chaque été, le nord de l'Algérie est touché par de feux de forêt, un phénomène aggravé par les épisodes de sécheresse et les fortes chaleurs favorisées par le changement climatique. Et pour terminer en France, la loi relative à la fin de la vie a été adoptée à l'Assemblée nationale après 4 ans de débat et plus de 8000 amendements. Les bénéficiaires devront remplir 4 conditions essentielles, un dispositif qui exclut les personnes dans les communs. Les opposants dénoncent une loi qui ne protège pas le malade. Esther Yamoubé. Après 4 ans de débat et plus de 8000 amendements, l'aide à mourir devient un droit. L'Assemblée nationale française a adopté définitivement la loi relative à la fin de vie. Pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté. Une note de satisfaction pour le parlementaire qui a porté ces textes pendant 12 ans. Vous savez, dans la vie d'un parlementaire, ils sont rares les moments où vous votez pour accorder un droit fondamental nouveau.
Adopté mais conditionné, le bénéficiaire devront remplir 4 conditions. Être majeur, français ou résident stable, être atteint d'une maladie grave ou incurable en phase avancée, approuvé de souffrances insupportables, être apte à exprimer sa volonté jusqu'au bout. Ces dispositifs excluent les personnes dans le coma ou atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le concerné devra faire une demande écrite à un médecin qui proposera la mise en place de soins palliatifs. La demande sera examinée par un collège de professionnels dûment habilités sous 15 jours. Si la décision est positive, le patient devra attendre 2 jours pour confirmer le choix de la date. Philippe Jouvin, opposant, dénonce une loi qui ne protège pas le malade. Parce que c'est plus rapide, c'est plus facile aussi. On va proposer la mort avant de proposer des soins. Moi, je préfère une société qui aide à vivre plutôt qu'une société qui aide à mourir. D'autres, par ailleurs, promettent de saisir le Conseil constitutionnel afin d'apporter de clarifications sur certaines dispositions de cette loi. Et voilà qui met fin à cette session d'information qui a été coordonnée par Esther Mbombo, réalisée par Gédéon Chitumbi, sous la prise de vie de Prince Ngoyi. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à partir de 15h, heure de Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien.